À travers ma sœur, donc j'en parle dans mon livre, qui était plus âgée que moi, violoniste, et j'avais très envie de pouvoir jouer rapidement avec elle, mais elle avait 6 ans de plus que moi. Le piano rentrait dans la maison alors que j'avais 6 ans, et je m'y suis mise tout de suite. Et les professeurs ont dit à mes parents que j'étais très douée, que j'avançais très vite, ce qui m'a d'ailleurs étonnée. J'étais ravie de ça et j'ai commencé à jouer avec elle des sonates de Mozart et Beethoven à l'âge de 9 ans. Et puis ensuite, vers l'âge de 11 ans, j'ai décidé que je voulais en faire ma profession. Ça, c'est un vaste sujet et chaque interprète vous répondra différemment, surtout quand on rencontre les compositeurs et qu'on entend aussi jouer les compositeurs leurs propres œuvres. Je crois qu'il faut avoir un respect déjà du style du compositeur, son époque. Est-ce que c'est intéressant de connaître sa vie? Pas forcément. C'est bien d'en avoir les grandes lignes, on va dire, mais tout se passe au niveau du subconscient et l'œuvre a elle-même sa vie propre. Et donc être fidèle au compositeur, oui, je pense que c'est mieux de ne pas être complètement hors style. Il faut rester dans le style de l'époque. Mais quelles sont les connaissances qu'on en a? Elles sont quand même relativement réduites, sauf évidemment les compositeurs qu'on peut entendre jouer leur musique, comme Debussy, comme Rachmaninoff. On n'a pas d'enregistrement de Chopin ou de Liszt, mais en même temps, les compositeurs aimaient beaucoup eux-mêmes entendre des interprètes jouer leurs œuvres d'une autre manière que ce qu'eux avaient en tête. Et donc ils disaient finalement j'aime encore mieux mon œuvre après vous avoir entendu la jouer. L'œuvre n'existe pas sans l'interprète puisqu'il ne s'agit que d'un papier, une œuvre écrite. Et en même temps elle change tous les jours. C'est une histoire de l'instant et l'interprète est un médium entre le compositeur et le public. Il dialogue avec le compositeur et le public. Je ne me pose pas vraiment la question, je pense qu'on vit avec ça depuis toujours, là, quand on est interprète et musicien. Il y a quand même le fait qu'on enregistre des disques aussi, donc là c'est pas tout à fait éphémère. De nos jours il y a aussi YouTube, il y a toutes ces Medici, enfin les télés, donc ce qui nous permet quand même de graver, figer des moments de grâce, ou pas d'ailleurs. Disons que le côté éphémère, je le ressens pas plus que pour quoi que ce soit d'autre. En fait, finalement, la vie est éphémère. Ouais. Comme tout musicien, j'ai fait je joue beaucoup de Bach. Ça fait partie de l'apprentissage de base, de Scarlatti, Mozart. Bon, Mozart, j'en joue quand même pas mal. Peu d'interprètes de nos jours s'attaquent à Bach. J'ai très envie. En fait, je pense qu'en plus, je ressens un ADN assez commun avec ce compositeur, mais c'est pour plus tard, on va dire. Mais j'ai pas de compositeur ou d'époque préférée. Vraiment, on peut pas dire que je préfère la période romantique ou moderne ou baroque ou classique. J'aime beaucoup Beethoven, j'en joue pas du tout en ce moment, mais il y a tellement de compositeurs et tous se nourrissent les uns les autres. J'ai beaucoup aimé jouer par exemple la 9e symphonie de Beethoven à 2 pianos qui est transcrite par Liszt. Ça c'est un très grand moment parce que le pianiste n'a pas accès à ce type d'œuvre énorme, orchestrale, très longue. Il faut qui dure à peu près 1h15, il faut que vous jouiez pendant 1h15. C'est toute une architecture qui se monte. C'est un voyage. Ça dépend des périodes. Alors, quand vous avez beaucoup joué de Ravel, vous avez besoin ensuite peut-être de Schubert. Le pianiste ne peut pas jouer de Wagner, mais oui, à travers des transcriptions. Et c'est vrai qu'à travers aussi le 4 mains et le 2 pianos, on peut jouer beaucoup d'œuvres qui sont orchestrales. Pas moi, mais certainement beaucoup de musiciens le font. Encore que
pas tant de musiciens que ça sont forcément amateurs d'art. Je ne suis pas persuadée que ce soit des milieux qui se touchent tant que ça. Peut-être plus les artistes, les plasticiens, souvent ont besoin de musique pour créer. Mais est-ce que les musiciens sont aussi sensibles à l'art? Je ne suis pas persuadée que l'inverse. Ben parce que la musique a tellement changé de nos jours. La musique, vous l'avez partout. Vous l'avez dans les ascenseurs, vous l'avez dans les lobbies d'hôtels, vous l'avez dans les aéroports, dans les boutiques. Il y a toutes sortes de musique maintenant. Donc il y a de la musique très sérieuse, de la musique de très grande qualité, de la musique on doit s'asseoir pour écouter, d'autres que vous mettez en musique de fond. De nos jours, il y a les playlists qui sont faites par les sociétés de streaming qui choisissent pour vous le type de musique. Alors très souvent, vous avez une playlist, par exemple, proposée par Spotify, par exemple, mais vous ne savez même pas quel est le groupe ou l'artiste qui va jouer, ni le compositeur. Donc je pense que l'auditeur maintenant est devenu très passif par rapport à l'écoute de la musique. Je pense que chaque personne vit ça de manière différente. Il y en a qui vont avoir besoin de ça pour se relaxer, d'autres qui vont avoir besoin de ça pour rêver, d'autres qui vont avoir besoin de ça pour se stimuler, pour aider à réfléchir, pour se rappeler de souvenirs dans la nostalgie, pour aimer. La musique finalement elle sert à tout et elle est très 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 vaste. Et maintenant ce qui serait bien c'est que les frontières soient de moins en moins précises entre les différents types de musique et heureusement les compositeurs actuels dits de musique sérieuse sont de plus en plus influencés aussi par le jazz, par le rock, par la techno, par la musique pop et plus vulgarisée je dirais qu'on a à l'heure actuelle et qui prend beaucoup de place. Moi, je n'ai pas de définition de chef-d'œuvre parce que vous avez même dans l'art, vous avez une définition d'un chef-d'œuvre. Par exemple, Picasso, sa dernière période était moins prisée que je dirais la période bleue ou rose. Après, c'était le cubisme qui était vu comme étant sa période la plus extraordinaire. Je pense que ça change avec l'œil du temps aussi. Il y a certainement des œuvres qui sont moins bonnes que d'autres, mais il y a probablement plusieurs chefs-d'œuvre. Et ça change au fil du temps et de la perception de celui qui regarde l'œuvre ou qui l'écoute aussi. Même les musiciens, vous allez dire ça c'est un chef-d'œuvre, telle œuvre, et puis un autre musicien va dire non, je ne suis pas d'accord, je ne le ressens pas comme un chef-d'œuvre. C'est finalement assez subjectif. Et il y a beaucoup, on va dire qu'il y a beaucoup de chefs-d'œuvre, il y a beaucoup de grandes œuvres. Et ce qui est merveilleux, c'est déjà toute l'œuvre, par exemple, on parle de Picasso, c'est toute son œuvre, c'est tout ce qu'il a pu faire dans sa longue vie. C'est ce qui est exceptionnel. Donc finalement, c'est lui le chef-d'œuvre. C'est son œuvre, dans son entité.